et maintenant je vais appeler donc les participants à la première table ronde. La laïcité, base de la démocratie, à nous rejoindre. Cette table ronde va être modérée donc par Martine Serf, secrétaire générale d'EGAL, association partenaire de la conférence, et y participe donc Pragna Patel, cofondatrice de la coalition Women Against Fundamentalism et membre de l'organisation Feminist Dissent. Hamadi Redissi, qui est professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Tunis, qui vient de publier en 2023 au Seuil S'exprimer librement en islam. Jean-Paul Scott, donc agrégé d'histoire et spécialiste de la pensée de Jaurès. Et enfin, Ina Shevchenko, leader fémène, que nous avons été nombreux à lire dans les colonnes de Charlie Hebdo et qui travaille donc, à un film documentaire, Women and Religion. Notre table ronde est au complet. Nous allons donc aborder la question, le thème de laïcité, la base de la démocratie. Jean Jaurès, dont la pensée a profondément marqué la gauche en France, a déclaré le 30 juillet 1904, alors que la séparation des églises et de l'État n'était pas encore établie, « Démocratie et laïcité sont deux termes identiques. » Comme nous n'allons pas ici nous contenter de mots, nous allons, au cours de cette table ronde, préciser cette pensée. Et pour cela, je remercie les 4 personnalités qui nous font l'amitié de partager leur expérience et leurs connaissances aujourd'hui. Je vais les présenter au fur et à mesure que je leur passerai la parole. Jean-Paul Scott va être le premier à s'exprimer. Vous êtes agrégé d'histoire, spécialiste des courants socialistes et communistes, en particulier de Jean Jaurès. Vos recherches portent sur la laïcité en France et en Europe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Martine de cette présentation. Le combat pour la laïcité a été un combat de très longue haleine, un combat pour l'état de droit et la démocratie. Vous le savez, sous l'Ancien Régime, la France a été un royaume catholique du droit divin et disons que tous les sujets du roi étaient soumis à ce respect des devoirs envers Dieu qui était la règle de tous les États de l'Europe à l'époque. Mais la France se distingue assez vite en étant le premier royaume à mettre en cause la théocratie pontificale. Les rois Philippe le Bel et Louis XIV ont fait proclamer que les papes n'ont reçu de Dieu qu'un pouvoir spirituel et que les rois ne sont soumis en matière temporelle à aucune autorité ecclésiastique. Cela veut dire que dans l'Ancien Régime, les pouvoirs temporels et spirituels n'étaient pas séparés, mais ils étaient seulement distincts et autonomes, car ils avaient le même but, le même objectif, à savoir faire que les sujets respectent les devoirs envers Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que la laïcité soit la simple distinction entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Vous comprenez bien que dans ces conditions, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est représentée une véritable révolution copernicienne dans l'ordre de l'humanité, puisqu'elle substitue au devoir envers Dieu les droits de l'homme. Article 1er, les hommes naissent libres et égaux en droit, naissent et demeurent libres et égaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la liberté et l'égalité sont des droits naturels, imprescriptibles, sacrés, disait Rousseau. Ils sortent, disons, ils sont le privilège de tout être humain qui porte cette humanité en lui-même. Article 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Cela veut dire quoi? C'est le principe du primat de la liberté de conscience sur la liberté de religion. Les hommes
sont libres de croire ou de ne pas croire, d'être croyants, incroyants, agnostiques ou athées. Ce sont des principes fondamentaux et présentés comme universels. Vous le savez, la Révolution française a non seulement, disons, détruit la monarchie absolue de droit divin en proclamant la souveraineté nationale, elle a aussi accordé la citoyenneté aux protestants comme aux juifs, elle a permis la liberté de religion, mais aussi de critique des religions, et même, disons, dépénaliser l'apostasie et le blasphème. La République française est allée plus loin en accordant le droit à l'instruction et à l'assistance pour tous, mais aussi en supprimant les budgets du culte et en proclamant pour la première fois, en février 1795, la séparation de l'Église et de l'État. Il n'empêche que rien n'est acquis aux hommes de manière définitive. Et voilà pourquoi, dès Napoléon Bonaparte, furent remises en cause un grand nombre de droits. Les femmes ont été déclarées mineures et l'épouses soumise à leur mari. L'avortement a été criminalisé et l'adultère pénalisé. Autant de reculs qui ont marqué tout ou presque le XIXe siècle. Ce XIXe siècle fut un immense combat entre une Église catholique anti-républicaine et de plus en plus intégriste et des républicains anticléricaux, mais démocrates et laïques. Et après la dénonciation par le Vatican du concordat que Napoléon avait imposé en 1802, à savoir, à l'époque du concordat, les cultes catholiques, protestants, puis israélites étaient reconnus comme des institutions d'État, des institutions à la fois financées par l'État et contrôlées par l'État, eh bien, les républicains ont imposé enfin cette loi de séparation des églises et de l'État, adoptée, comme cela a été rappelé, le 9 décembre 1905. L'article 1er dit la République, disons, assure la liberté de conscience. Point. Elle garantit le libre exercice des cultes. La liberté de conscience est proclamée comme la première des libertés, la liberté qui permet de croire ou de ne pas croire à égalité de droit, qui permet de faire acte de raison ou acte de foi à égalité de droit. Article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. La République française ne reconnaît pas les religions. Elle reconnaît des croyants et des croyances. Elle respecte des croyants et des croyances, c'est tout. Et les agents de l'État sont censés s'abstenir de témoigner de leur religion ou de leur pensée politique dans l'exercice de leurs fonctions. Cette loi de 1905 a été reconnue comme une double émancipation par Aristide Briand, le rapporteur de la loi. Émancipation de l'État, qui n'a plus à s'immiscer dans les affaires religieuses, sauf pour faire respecter la liberté de conscience, essentiellement. Émancipation des églises, des religions, plus libres que jamais, puisque échappant au contrôle interne de l'État, à condition qu'elles respectent l'ordre public et qu'elles s'abstiennent de vouloir imposer par la force de la loi leurs préceptes, leurs normes, leurs interdits à ceux qui ne partagent pas leur religion. Jean Jaurès dira que la loi de 1905 a été le terme suprême de l'œuvre de laïcité. Néanmoins, la Constitution de 1946, sous la pression des gauches majoritaires, fit reconnaître la France comme une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais la Constitution de 1958, qui a été adoptée sous une majorité de droite et centriste,
a fait rajouter à cet article 1er la formule « La République respecte toutes les croyances ». Formule ambiguë à mon sens, parce que la République doit le respect aux individus, aux personnes, aux croyants ou aux non-croyants. Elle ne doit pas le respect aux croyances, qui sont, comme les autres opinions, soumises à la libre critique et même à la caricature et au blasphème. Donc, voyez-vous, depuis lors, nombre d'atteintes à la laïcité, y compris en France, ont été portées. La loi Debré de 1959 permet le financement public des écoles privées sous contrat confessionnelles et catholiques à 95%. Depuis 1989, certains estiment qu'il faudrait modifier la loi de 1905 et la laïcité française en la modifiant par des accommodements raisonnables sous prétexte de respecter, de prendre en compte la diversité culturelle du pays. Et depuis 10 à 20 ans, les forces de droite et d'extrême droite n'hésitent pas à se réclamer de la laïcité pour légitimer leur xénophobie et en particulier pour légitimer leur hostilité aux musulmans. Mais la laïcité n'est pas une exception française. La laïcité, ce n'est pas, disons, la tolérance. La laïcité n'est ni, disons, l'athéisme, ni l'œcuménisme. Ça n'est pas le simple, disons, respect de toutes les religions. Voilà pourquoi nous pouvons dire que la laïcité est, disons, aujourd'hui encore, une idée neuve en France, en Europe et dans le monde. Elle est un horizon d'émancipation pour toute l'humanité. Je vous remercie. Et je vais donc passer la parole rapidement maintenant à Inna Shevchenko. Inna, vous avez reçu l'asile politique en France en 2011 pour échapper au KGB biélorusse. Vous avez ensuite échappé à plusieurs attentats. Vous allez nous parler de la façon dont les régimes autoritaires et les groupes ou institutions religieuses travaillent trop souvent ensemble et comment cela affecte les femmes en particulier. Notre discussion est consacrée à la laïcité et à la démocratie et je voulais parler de cette force formidable qu'elle représente ensemble pour le monde et pour l'humanité. Mais la réalité, en dehors de cette salle, m'oblige de vous parler plutôt de l'autoritarisme et les religions et leurs unions. Je ne veux pas parler sur leur bilan historique, mais plutôt sur leurs unions qu'ils construisent aujourd'hui contre le monde démocratique dans son ensemble, contre nos démocraties laïques. Regardons ensemble, lorsque la Russie a décidé d'envahir mon pays natal, l'Ukraine, l'Église orthodoxe russe a immédiatement justifié l'invasion et le patriarche Kirill a promis à tous ceux qui iraient se battre en Ukraine qu'ils seraient immédiatement lavés de leurs péchés. Les prêtres orthodoxes russes aujourd'hui dirigent des prières pour la victoire russe contre l'Occident. C'est eux, les prêtres, qui bénissent avec l'eau bénite les chars russes qui partent au front sur les territoires ukrainiens occupés. Le chef musulman tchétchène, Ramzan Kadyrov, a mobilisé ses forces militaires tchétchènes tout de suite aussi pour le djihad sacré contre l'Occident sur le territoire ukrainien. Parmi les meilleurs alliés de la Russie aujourd'hui et les meilleurs soutiens de cette guerre notamment, et bien sûr le régime islamique d'Iran, qui en Iran exécute les dissidents, emprisonne et tue les femmes qui rejettent d'être invisibles dans l'espace public. Ces alliances sont avant tout politiques, bien sûr. Oui, ils croient en Dieu différents, ils utilisent des moyens de violence très différents aussi, mais ils fusionnent dans ces alliances, ils utilisent leurs outils politiques et religieux communs pour mener ce qu'ils appellent, eux, dans leur propre langage, en leurs propres termes, une guerre de civilisation.
En d'autres termes, il cherche à détruire, à affaiblir et à détruire les démocraties laïques occidentales. Il fusionne dans ces unions, ils sont évidentes, elles sont presque naturelles en raison de l'esprit commun d'intolérance au pluralisme, à la pensée critique, aux libertés individuelles. Les autoritaires prétendent être le seul pouvoir et les religions prétendent détenir la seule vérité. Parfaite union. Pour les autoritaires, les religions sont un excellent moyen de faire taire les gens ordinaires, et pour les religions, l'autoritarisme a tous les outils nécessaires et le plus créatifs pour faire obéir les gens. Et enfin, bien sûr, les deux partagent en commun leur menace la plus majeure, leur menace existentielle, est la même, et c'est la liberté des femmes, l'émancipation des femmes. Dans beaucoup de sociétés occidentales, j'observe comment beaucoup ont remplacé ou ont essayé de remplacer le regard critique nécessaire, bien sûr, sur nos démocraties, sur les principes comme la laïcité, par l'embarras, par la honte de ces principes. Nous avons remplacé la joie des libertés par les griefs. Nous avons remplacé la résistance aux idéologies et aux régimes violents par le relativisme et les attentes de contextualiser les choses. Donc oui, il faut le dire sans honte que nous, les féministes aussi, beaucoup d'entre nous, nous avons décidé que la convergence des luttes était beaucoup plus importante pour nous que notre combat commun pour les femmes en tant que classe. Et donc c'est pour cela qu'on entend beaucoup plus souvent aujourd'hui les féministes qui parlent non pas des femmes, mais des adjectifs, des identités, des groupes d'identités. Et c'est comme ça qu'on a abandonné beaucoup de femmes. Donc, si j'ai un message, c'est un message peut-être banal, mais c'est le seul qui me semble important aujourd'hui, c'est que, oui, notre front s'effondre. Il y a une union formidable des autoritaires et des religions ensemble qui travaillent à nous détruire, et en même temps, malheureusement, mais c'est la vérité, c'est nous, vous, qui sommes peut-être la dernière ligne de défense. Donc, il faut le reconnaître et s'engager, bien sûr. Merci. Merci, Inna Shevchenko. Amadi Redissi, je vais vous passer la parole ensuite. Vous êtes professeur émérite en sciences politiques à l'Université de Tunis. Cette année, vous publiez « S'exprimer librement en islam au seuil ». Et vous allez nous dire comment l'islam s'est approprié depuis le XIXe siècle des notions de laïcité et de démocratie sans réellement les mettre en pratique. Je vous passe la parole. Comment concevoir une démocratie laïque dans des pays musulmans où le lien entre laïcité et démocratie est organiquement rompu? Du point de vue de la laïcité, la plupart des États arabes et musulmans sont soit rebelles à la laïcité, soit instaurent une laïcité, disons, qu'on appelle islamique, qui est une laïcité boiteuse et honteuse. Et du point de vue de la démocratie, la plupart sont autoritaires, et ceux qui s'aventurent à pratiquer la démocratie ou à devenir démocratique adoptent une démocratie soit électoraliste, ou soit une démocratie de façade. Ainsi, donc, la laïcité, base de la démocratie, à cette laïcité-là, l'islam oppose une sorte de laïcité islamique autoritaire et, dans le meilleur des cas, dans le cadre d'une démocratie électoraliste. Voilà l'argument principal. Ceci résulte du processus de sécularisation ou de laïcisation ou de rationalisation. Les termes sont pratiquement identiques. Ce processus, historiquement, vers la fin du XVIIIe, XIXe,
a affecté les 3 sphères importantes, celle du savoir, du pouvoir et de la société. Le savoir s'est laïcisé, la science religieuse, qui était la science ex officio, qui est la mère des sciences, a été déclassée, ou du moins entrée en crise, par la venue de la science moderne et la science rationnelle, y compris le darwinisme à l'époque, qui avait ébranlé l'idée que Dieu existe. Et sur le plan du pouvoir, la crise du sultanisme qui a obligé les États arabes et musulmans à adopter des chartes de droit et des constitutions dans 3 pays, et 3 pays seulement, la Turquie, la Tunisie et l'Iran. Et sur le plan, bien sûr, social, de nouvelles hiérarchies sociales, de nouvelles recompositions sociales qui font que la société, le lien social ancien s'est délité et un nouveau lien social se construit. Face à cette triple crise, il y a eu trois attitudes. Une attitude qui consiste à nous n'avons plus le choix, nous devons que nous occidentaliser. C'est la voie de l'acculturation ou de l'occidentalisation dont peut-être nous serions quelques-uns des représentants ou une des versions, disons. Il y a la tendance qui a rejeté totalement la modernité, à l'époque, c'est une voie conservatrice. La fondamentalisme n'avait pas existé, mais c'était la hiérarchie religieuse traditionnelle qui avait refusé cette voie et qui voulait garder sur le plan du savoir la science religieuse, sur le plan du pouvoir le califat et sur le plan de la société la notabilité ou la hiérarchie sociale traditionnelle. Et puis la troisième voie, celle qui a vaincu finalement, qui a été dominante, c'est celle de la conciliation, c'est-à-dire concilier la démocratie, la modernité et la tradition, concilier la laïcité et l'islam, la démocratie et l'islam, et c'est cette voie-là qui a dominé, détourné, récupéré, mutilé, qu'à terme, ce processus s'achèvera. Bon, pour les optimistes, historicistes, pour les pessimistes structuralistes diront c'est structurel. Ça ne bougera pas, c'est ainsi et pas autrement, il faut composer avec. Je laisse la question ouverte. Nous avons 4 espèces d'États en islam. Nous avons des États qui considèrent que l'islam est la religion de l'État. D'accord ? Nous avons des États qui se renchérissent. Non seulement l'islam est la religion de l'État, mais la charia ou les principes du droit islamique, où les principes de la charia sont la source principale du droit. Et nous avons une troisième catégorie qui, évidemment, sans déclaration constitutionnelle. C'est l'Indonésie, vous allez être étonnés, mais bien sûr, le Liban, pour les raisons qu'on connaît, la Syrie, ce sont les 3 cas où il n'y a pas de mention ni de la laïcité ni de l'islamité de l'État. Et il y a une 4e catégorie où l'État est laïque. Et là, vous avez les anciennes possessions de l'URSS et évidemment la Turquie comme exemple. Pour la démocratie, on a fait la même chose. C'est-à-dire on a considéré que l'islam est laïque en lui-même. Pour la démocratie, on a considéré qu'elle est elle-même aussi islamique. Puisqu'on a la consultation, la shura, et qui dans 2 versets où on décrit les musulmans comme des gens qui se consultent eux-mêmes sur leurs affaires. Et donc, la démocratie est l'équivalent de la shura. Mais on ne sait pas, et c'est ça le vrai problème, si on peut légiférer sur la charia. Le peuple légifère, le peuple est souverain, mais le peuple vote, mais il n'est pas souverain sur le plan du droit. Il gouverne, mais ne règne pas. Vous voyez en France comment, par exemple, la laïcité a de la peine, a des difficultés à s'articuler ou à être en phase avec le pluralisme religieux. Alors comment vous imaginez que des pays, une 50aine de pays, qui sont traversés par 3 clivages, confessionnels, musulmans, non musulmans, et là il y a plein de cas, sectaires, chiites, sunnites, et puis après, ethniques, pachtung, arabes, berbères, et il n'y a pas de normes communes pour les gérer, puisque l'État se réfère soit à l'islam, soit se réfère à la charia, soit...
Et donc, le résultat est ce qui fait qu'il y a des conflits au niveau de la gestion du vivre ensemble, qui est régulé de façon non démocratique et en l'absence d'un véritable état de droit qui puisse régenter les règles, qui puisse régenter ce vécu, ce vivre ensemble. Donc, fait que c'est un piège où la surenchère religieuse l'emporte sur un vécu paisible entre citoyens égaux en dignité et en droit. Merci. Voilà bien des débats en perspective. Je vais passer la parole à Madame Patel, Pragna Patel. Vous avez fondé en 1979 les South All Black Sisters, organisation de femmes pour répondre aux besoins des femmes noires et issues de minorités victimes de violences sexistes que vous avez dirigées. Vous appartenez au top 100 des femmes activistes et militantes du Guardian et vous avez reçu de nombreux prix, dont un doctorat honorifique en droit de l'Université de Kiel au Royaume-Uni. Vous allez nous parler des liens entre la démocratie et les droits des femmes. Je vous passe la parole. Thank you so much. I want to start by saying that we're living in really truly chilling and turbulent times. We all know, I think we all know that democracy is in critical danger everywhere. However flawed democracy is in lots of countries, it's still in danger. What we're witnessing worldwide is the erosion of democratic values and freedoms, such as the rule of law, mainly due to the rise of the religious right. So we're not just talking about Islamism, we're talking about the rise of fundamentalism in all religions, including Judaism, Hinduism. We've got a Hindu nationalist state at the moment, Sikhism, and so on. We're also talking about the rise of the far right and anti-immigration populism. So when you have all this, it's really difficult to work out what the hell do we mean by democracy and how do we deal with it. I think many countries are drifting towards authoritarianism, if not fascism. And I think we are so in danger of forgetting that. It's against this backdrop that as feminists, we have to look at and connect the struggle for women's rights, not just to the struggle for laïcité, but also democracy, secular democracy. There is an undeniable link between democracy and women's human rights. Indeed, I believe that secular democracy is a precondition for women's rights, since the alternative, which is despotism, theocracy, tyranny, and totalitarianism, is dangerous for everybody, but for women too. And multiculturalism has been useful in challenging racism and xenophobia, and in the fight against racism. But it quickly became a regressive model of race relations because it was primarily preoccupied with managing diversity rather than promoting equality and citizenship rights. So the multicultural model gave prominence to a politics of representation that placed self-appointed, conservative, and religious leaderships in positions of power as community gatekeepers and community mediators between the communities and the state. So as feminists, we had to resist this approach because harmful practices such as against women, such as domestic abuse, forced marriage, FGM, honor-based violence, child abuse in religious settings, these were all tolerated by the British state in order to, as a way of tolerating diversity. We had to challenge the state's approach using this multicultural model which denied minority women citizenship rights. But we also had to challenge many on the left who also wanted to preserve the idea of community leaderships as legitimate
and the myth of community unity in the struggle against racism, which they wanted to prioritize above anything else. We then regressed even further, because by the 90s, following the Rushdie affair, multiculturalism gave way to the politics of multi-faithism. And that is an even more regressive model of race relations. So multi-faithism is based on the view of society that assumes the coexistence of different religious communities rather than the coexistence of right-bearing individuals. In effect, it generates a process of communalization based on religion that is far removed from the idea of democratic citizenship. So what is really troubling me is that whereas early progressive struggles in minority communities were critical in forging a secular anti-racist identity in which the issue of religion had no significance, what we now see at work is the chameleon-like nature of religious fundamentalism taking root in our communities. Sometimes it masquerades as extremism, and sometimes as a moderate force. But all the while, it seeks to manipulate the idea of religious freedom and autonomy for the purpose of carrying out a wholesale attack on women's rights and wider democratic and human rights values. Our resistance has therefore had to take a multi-directional form. On the one hand, we've had to turn our attention to the state and call for the disestablishment of the Church of England, because in the UK there has been no complete separation of the church from the state. The Queen is still the head of the church, and Anglican bishops sit in the House of Lords, right? The British government has conceded power to minorities to exercise limited religious freedom in the private sphere. So as long as you don't bother us publicly, as long as you don't throw bombs and commit public order offenses, we don't care what you do in the private sphere. The problem is that the British state has encouraged minorities in the private sphere to impose strict regulation on women and internal dissenters. I've seen how large numbers of minority women are increasingly compelled to use religious-based forms of arbitration and dispute resolutions, such as so-called Sharia courts, to resolve marital disputes, even though these courts are highly arbitrary, discriminatory, and misogynist. Many are subject to strict dress codes or regimes of gender apartheid in faith-based schools, which have grown beyond recognition. We never, in the 60s and the 70s, had separate schools for Muslims, Hindus, and Sikhs. We now do, and they are state-funded. These are dangerous anti-democratic processes that serve to enhance religion and religious and social control. And they are incompatible with the equality principle, and ultimately, they are even less amenable to accountability and to gender justice. Fundamentalist, authoritarian, and fascist forces everywhere are engaged in democratic backsliding that involves imposing their arbitrary rules on their citizens while ignoring all the constraints themselves in relation to their exercise of power. They even use human rights selectively for themselves, but not for others. So our fight back must involve a commitment to women's rights, since the empowerment of women is vital to building democratic resilience based on the universal values of laïcité and human rights. Thank you, Pragna Patel. We know now what we must fight. And, je vais passer la parole à la salle et s'il y a des questions, on a le temps d'en prendre deux. On n'en prendra pas plus pour des raisons de temps. Oui, monsieur. Je remercie les panélistes pour les idées qui nous ont éclairés. Mon propos s'inscrit dans le prolongement des propos de Jean-Paul Scott
et ce qu'a développé Madame Patel sur l'Angleterre va dans le même sens. Elle a signalé le tournant des années 80. Qu'est-ce qui s'est passé, aussi bien en France que en Grande-Bretagne dans les années 80? Margaret Thatcher, le triomphe du néolibéralisme et de la révolution conservatrice. Et la question est justement, mais il faut quand même comprendre le pourquoi de ces régressions. C'est ce mariage du néolibéralisme et de la révolution conservatrice qui s'est traduit partout par une révision à la baisse et de la démocratie et de la laïcité. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec cette évolution du monde sous la double mondialisation? Donc, si je reformule votre question, y a-t-il un lien entre la double mondialisation de la révolution conservatrice et du néolibéralisme avec la régression de la laïcité et des droits humains? Voilà, le renoncement à la laïcité. En France, disons, cela a été masqué par le fait que, effectivement, un certain nombre de sociologues, un certain nombre d'hommes politiques, un certain nombre de laïcs aient considéré qu'il fallait s'adapter au changement de la société française, de plus en plus multiculturelle, et qu'il fallait pour cela, et je vais le dire ouvertement, développer une nouvelle théorie de la laïcité, développer un nouveau pacte laïque, formule qui a été adoptée en 1989 par la Ligue de l'enseignement et l'Église réformée de France. À partir de ce moment-là, tout un certain nombre de dérives ont accentué la réception de thèses individualistes, de thèses également multiculturalistes, venant certainement des États-Unis, mais aussi ayant des répercussions dans certaines églises européennes, car je vous signale que l'Union européenne elle-même reconnaît dans ce qu'on appelle la Constitution européenne le fait qu'elle reconnaît le rôle positif des religions et des philosophies. Elle reconnaît le rôle positif des religions et le rapport positif à la société. La laïcité française a toujours admis et respecté les différences, disons, de genre, de sexe, d'opinion, de pratique, à condition que ces différences individuelles ne remettent pas en cause la loi générale et, disons, la laïcité comme facteur à la fois de vivre ensemble, mais allons plus loin, comme respect, non pas de valeurs communes, mais respect de principes communs. En fait, et là je vais faire un petit clin d'œil à Jaurès. Jaurès voulait une dialectique de la liberté et de l'égalité, disant qu'il n'y avait pas de liberté sans égalité et d'égalité sans liberté. Et il disait plus, il disait il faut que cette égalité ne soit pas seulement une égalité de droit, mais qu'elle devienne de plus en plus une égalité de fait. Donc, que la démocratie ne soit pas seulement une démocratie politique, mais une démocratie économique et sociale, donc hostile, il faut bien le dire, à l'ultralibéralisme et au capitalisme. And so I think that neoliberalism has to be analyzed when we're talking about the rise of the religious right or the far right, because the state has failed people. It has failed, the democratic project is failing. And that is why we've got to work doubly hard to defend it, I believe. And the other thing I just want to say is that it's interesting how in countries that were seemingly secular, and the UK is a secular country even though it's not, the church and state is not separated,
As a social fact, it's more or less a secular state. But with more and more minority religions demanding recognition by the state, demanding resources and a seat at the public table, it also strengthens the hands of the Christian faith to also then step in and say, well, actually, we want to support our other comrades or other people in the other religions, because actually they start forming an alliance and a bloc together. The Christians, the Muslims, the Sikhs, the Hindus, all these religious rights are together, and they've become a powerful alliance and powerful allies in promoting a political agenda that is rolling back, citizenship and democratic values for sure. And in the UK, we see it. Every time the Muslim fundamentalists raise their hands and say, this is wrong, the Christians will say, we support them. Or the Jewish will say, we support them. They formed a very important bloc. And much of that bloc is about rolling back rights, particularly women's rights. So a lot of the focal point, the political fight, is around things like reproductive rights for women and so on.